croyez en vous. Tout est possible. Le bonheur est à portée de main. Il suffit de traverser la rue et de tendre le bras et hop, j'ai attrapé le bonheur. Je viens de faire un salut romain inversé, mais c'est parce que je suis autiste. Si je suis là aujourd'hui, et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que je vais t'aider à te développer personnellement, à accomplir tes objectifs, à te réaliser. Et pour ça, j'ai une formation à 399,99 €. Voilà, par contre, l'offre est valable 3 heures. Après, elle passe à 657,48 €. Et les 10 premiers inscrits à ma formation auront le droit à un pins à l'effigie d'Emmanuel Macron. Parce que c'est notre projet! Non? Personne? Ouais. J'ai jamais été très bon en marketing. Bon, du coup, je vais devoir je vais devoir te prouver à toi que je suis un bien meilleur coach personnel que tous les tocards que tu vois sur les réseaux. À la fin de cette vidéo, je te garantis que tu auras réussi à te développer personnellement. Es-tu prêt, petit padawan? Epimeleia Otu, le soin de soi ou le souci de soi, aux origines du développement personnel. Le développement personnel tel qu'il s'est imposé dans les sociétés occidentales remonte aux traditions antiques de soins de soi que Michel Foucault identifie comme un pilier central de la philosophie gréco-romaine. Chez les stoïciens et les cyniques, cette pratique, elle ne se réduit pas à un simple perfectionnement individuel. Elle renvoie à une éthique du rapport à soi, à l'autre et au monde. Elle implique des exercices spirituels, de faire attention constamment à ses propres pensées, une forme d'ascèse orientée vers une vie bonne, la recherche de vertu en harmonie avec l'ordre cosmique. En gros, dans ces traditions, le soin de soi, c'est pas un repli narcissique. C'est vraiment une pratique éthique articulée autour d'une cosmologie, autour d'une vision de l'ordre du monde. Et c'est aussi une réflexion sur la nature humaine, sa rationalité et ses désirs. Et cette pratique, elle s'inscrivait aussi dans un cadre collectif, à travers des écoles de pensée, où la philosophie se vivait comme un exercice partagé. C'était donc avant tout un travail exigeant. On est un petit peu loin de... Vous savez, il y a toutes les vidéos là des coachs personnels qui utilisent un petit peu l'image du stoïcisme, avec sur leur miniature, il y a toujours une tête de statue grecque moche, pour t'expliquer un petit peu que oui, il faut pas penser aux autres, il faut penser à soi, il faut pas se laisser déconcentrer par ce qui arrive à l'extérieur, il faut pouvoir se développer, se focus sur soi-même. Les mecs, ils ont strictement rien compris au stoïcisme. Ce processus de développement personnel, lorsqu'il est visible et constant, est attirant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui cherchent à s'améliorer et à atteindre leurs objectifs. L'autonomie émotionnelle est l'un des aspects les plus importants du stoïcisme. Cela signifie que tu es capable de te satisfaire toi-même sans avoir besoin de l'approbation ou de l'attention des autres pour te sentir complet. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Mais mettons ça de côté pour quelques futurs tacles à la gorge. Avec la christianisation, cette tradition gréco-romaine, elle est reformulée. Le soin de soi devient examen de conscience, confession et discipline du corps et des désirs, et la subjectivation, la façon dont se construit l'individu en tant que sujet, s'oriente alors autour de la culpabilité, de la rédemption et de la soumission à un ordre moral supérieur. On abandonne le développement de soi, on s'abandonne à Dieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au fil des siècles, notamment sous l'influence de l'éthique protestante, cette approche a évolué vers une vision qui valorise une discipline rigoureuse. Le travail devient alors non seulement une vertu, mais aussi un impératif moral par lequel on se réalise. Et oui, mes chers droitards solides, l'individu n'a pas toujours été réduit à sa seule valeur travail. Et toi, tu fais quoi comme travail, que je puisse te juger socialement ? Au XXe siècle, le développement personnel s'autonomise comme champ à part entière, à travers les mouvements de la psychologie humaniste, du New Age et les contre-cultures post-68, bref, un moment de rupture face à un monde perçu comme aliénant et déshumanisant, dominé par une société de consommation en pleine expansion. Face à un modèle fondé sur l'accumulation de biens matériels, le confort domestique et la croissance économique, les mouvements contestataires valorisent l'authenticité, l'expression de soi, la liberté intérieure, autant de tentatives de redonner sens à l'existence au-delà des logiques productivistes.
Aux États-Unis, dans les années 90, naît alors le concept de psychologie positive. Contrairement aux approches traditionnelles de la psychologie, qui se focalisent plutôt sur les troubles mentaux, ici on cherche à comprendre les facteurs qui contribuent à l'épanouissement, au bien-être des individus et des communautés. Donc on va essayer de quantifier le bien-être subjectif, et on va axer les recherches sur les émotions positives, la résilience, bref, on cherche à comprendre les mécanismes d'une existence pleine de satisfaction. Ça va être trop bien. A few moments later. Bon, comme vous vous en doutez, cette quête d'épanouissement personnel, elle ne tarda pas à être dévoyée par les logiques du marché qui vont convertir ces aspirations en simples marchandises émotionnelles, en consommables spirituels prêts à l'emploi. Et ce, au travers de thérapies, de livres, de coaching, de babioles, de techniques de relaxation, d'applications, etc. Mais cette dynamique consumériste, elle marque un phénomène plus profond et plus insidieux, la reprogrammation du désir. C'est un processus où les aspirations et les désirs individuels sont redéfinis et réorientés par des normes extérieures, souvent dictées par des intérêts commerciaux. Les individus sont incités à désirer ce que leur vend le marché comme étant essentiel à leur bien-être. Je veux une grande maison, et une grosse voiture, et un sèche-linge, et un nouveau téléphone, et une grande télé. Et puis je veux des trucs. Je veux posséder des trucs. Et en fait, ce phénomène, il repose sur l'idée que nos désirs, au lieu d'être façonnés par une profonde compréhension de nous-mêmes et une réflexion individuelle, il est cultivé et canalisé pour servir des objectifs commerciaux, que ce soit par des injonctions sociales, une mise en concurrence, la publicité, et même par la façon dont se perçoivent les individus eux-mêmes. Est-ce que tu as choisi de vouloir avoir des gros bras, ou est-ce que la société a créé ce désir en toi d'avoir des gros bras ? Ce déplacement du désir pousse les individus dans une quête infinie de développement personnel, d'amélioration de soi, en les incitant à investir en eux-mêmes, à ne plus consommer seulement des objets, mais aussi des expériences, des états d'esprit, des routines, bref, des outils censés nous transformer intérieurement. Chaque état d'âme devient un marché, chaque trouble une opportunité commerciale. Eva Illouz et Edgar Cabanas, dans Happycratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, définissent cette industrie comme un ensemble de dispositifs économiques, culturels, thérapeutiques et managériaux qui non seulement vendent du bien-être, mais modèlent aussi nos émotions, nos attentes et notre manière d'évaluer une vie réussie. Il ne s'agit pas juste de proposer du développement personnel, mais d'imposer subtilement une norme émotionnelle, celle d'un individu autonome, performant, épanoui et surtout émotionnellement conforme. Et l'atteinte du bonheur devient alors le résultat d'une attitude mentale positive. On ne pense plus que les rencontres, le succès et les opportunités rendent heureux, mais plutôt qu'être heureux et optimiste va attirer le succès. La pensée positive peut améliorer votre santé mentale et physique de manière significative. Les personnes optimistes ont tendance à vivre plus longtemps et avoir moins de problèmes de santé, notamment cardiovasculaires. Adopter une attitude positive peut améliorer vos relations sociales et professionnelles, car cela vous rend plus agréable à côtoyer et plus confiant dans vos interactions. La pensée positive peut vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement et à vous sentir plus épanoui. En ayant une vision positive de l'avenir, vous êtes plus motivé à agir et à poursuivre vos rêves. Ne sous-estimez pas la puissance de la pensée positive. Et ce renversement de la causalité, il sous-entend implicitement que si vous échouez, c'est un petit peu de votre faute. Vous n'êtes pas sorti les doigts en fait. Par exemple, si vous dites à quelqu'un qui va pas très bien de rester positif et de travailler sur lui-même, alors que le mec il se fait harceler tous les jours au travail, sa voiture elle est en panne, sa femme elle est partie, sa fille elle est malade, et le chat ce matin il a vomi sur son lit et en plus il a 1000 € d'impayés, pas le chat, le mec. Bon ça fait un petit peu penser à, vous savez, ce mème avec le cylindre qui fuit, et là le mec il vient coller un énorme coup de scotch dessus quoi. C'est pas très utile quoi. Merci. Cette vision individualiste, elle transforme un message positif en culpabilisation en faisant croire que ce qui nous arrive, c'est à cause d'un défaut de volonté plutôt que d'un environnement profondément inégalitaire et hostile. Elle passe donc d'un outil pratique à un outil de légitimation sociale puisqu'elle exonère le système de ses responsabilités en les reportant sur l'individu. Et quand une personne se retrouve écrasée, par exemple, un accident de la vie, une crise avec le chômage, en dépression ou en burn-out, on va justifier cet état par un manque de volonté, une trop grande négativité, et on va les enjoindre à se reprendre en main. Tu es triste ? Arrête. Les individus satisfaits qui
qui s'attribuent fièrement le mérite de mener une vie heureuse se sentent ainsi habilités à blâmer les autres, à leur imputer la responsabilité de leur état sous le prétexte qu'ils n'auraient pas fait les bons choix, qu'ils se montreraient incapables de s'adapter face à l'adversité, incapables de faire preuve de flexibilité, de cette flexibilité si nécessaire, prétend-on, lorsqu'il s'agit d'envisager les échecs comme autant d'occasions de s'épanouir personnellement. Les personnes qui souffrent n'ont donc pas seulement à porter le fardeau de leurs affects, il faut aussi porter celui de la culpabilité, celle de ne pas être en mesure de surmonter les difficultés auxquelles elles ont affaire. Après la crise de 2008, déclenchée par l'effondrement des marchés immobiliers et des institutions financières, lorsque les inégalités se sont creusées et que les chances de mobilité sociale ont diminué, l'appel à la positivité, à l'autonomie, a renforcé la responsabilité individuelle pour tout ce qui dysfonctionnait dans la société. Le positive thinking pousse les individus à internaliser les mécanismes de contrôle. Et ce, à travers des techniques, des discours et des produits standardisés, bref, une vision normative du bonheur qui occulte les réflexions sur les inégalités sociales. Et ça, c'est un discours qui s'inscrit très bien dans une logique néolibérale puisqu'elle pousse à l'auto-exploitation. Des personnes se tournent vers le développement personnel pour contrer les effets d'un système d'exploitation et d'aliénation et ils se retrouvent à s'exploiter et à s'aliéner eux-mêmes. L'injonction au positif fonctionne donc comme un outil de discipline sociale puisque chacun est sommé d'optimiser en permanence son soi pour mieux répondre aux exigences du marché. Il ne s'agit plus d'analyser les causes structurelles de notre mal-être, mais de les contourner avec des techniques d'adaptation. Il ne faut plus réclamer des améliorations collectives, il faut apprendre à mieux gérer son stress, à mieux gérer sa vie. Dans la mesure où les individus se convainquent que leur destin est simple affaire d'efforts personnels et de résilience, c'est la possibilité d'imaginer un changement sociopolitique qui se trouve hypothéqué ou du moins sérieusement limité. La science du bonheur mène au quiétisme. Et c'est pas pour rien que le développement personnel, il est massivement utilisé par les entreprises pour optimiser la performance. On a des ateliers de communication, de méditation pleine conscience, des tests de personnalité, de compatibilité qui servent à adapter les travailleurs à des conditions de plus en plus précaires. Si, vous voyez très bien de quoi je parle. Je parle de ces coachs-là d'entreprises qui sont embauchés, qui sont payés une fortune pour faire des ateliers minables où on va prendre des salariés là et on va faire des petits groupes et des petits ateliers comme ça de mise en confiance, de communication, de techniques de management positif. Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à ne rien avoir à foutre de ma proposition de stage de motivation. Alors bienvenue dans ce vidéogramme. Cette année, les résultats de la Cogip ont été spécialement catastrophiques. Nous avons battu des records d'échecs à un niveau jamais égalé. C'est pourquoi il est temps de retrouver la motivation à travers un séminaire pour nous remobiliser. Ça, c'est de l'argent bien investi. On va quand même pas augmenter les salaires et aménager le temps de travail. Faut pas déconner. Le développement personnel constitue l'étape ultime de la servitude volontaire où l'individu finit par intérioriser sa propre domination. Et on peut penser par exemple à l'ubérisation du travail. On a un auto-entrepreneur précaire qui est persuadé de réaliser son plein potentiel, qui pense être maître de son destin, alors qu'il fait des journées de 12 heures sans couverture sociale pour un salaire pas ouf. Et ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez, vous savez, les droits tardés néolibéraux américanoïdes mentaux, là, où les mecs te vendent des conseils business en motivation pour avoir le bon mindset, là, des formations en crypto, ou même du coaching en séduction, pour tout leur public d'incel, là, pour choper de la bonne meuf et pouvoir rouler en Bugatti, parce que c'est important de rouler en Bugatti, non? Tu sais pas, c'est limité à 130, on s'en fout. La discipline. Être discipliné. Discipliné. Être discipliné. Productif et discipliné. La discipline, c'est l'une des meilleures formes d'amour propre. La discipline est la plus belle preuve d'amour que tu puisses avoir envers toi-même. Tout ton business, Lancer un business. pour un business, ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est votre mindset. Si tu n'as pas le bon mindset, c'est de fortifier mon mindset. Mais lui, il roule en Porsche. Tu peux faire de l'argent. Avec des superbes autos, des Porsche, des Ferrari. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Entre 30 et 40 000 euros par mois. A été un bon toutou. L'homme du XXIe siècle est un entrepreneur de lui-même. Il est maître et esclave en même temps. Bref, il prône une sorte de liberté individuelle, une injonction à la réussite, alors qu'en fait, ils sont parfaitement formatés en petits consommateurs dociles, répandant la bonne parole du grand capital. Ils ont intériorisé leur propre domination. Ils se pensent libres alors qu'ils sont soumis et que leur désir est aligné sur des intérêts purement commerciaux. J'ai envie de leur jeter les oméga 3 en fait. Enfin la poussière frère, ça fait 3 ans que j'ai ce truc.
Pour résumer, en détournant les aspirations des revendications collectives vers des aspirations individualistes, cette reprogrammation du désir et cette marchandisation du soin de soi contribuent à la perpétuation des structures de pouvoir existantes et au maintien du statu quo. Et oui, parce que si chacun est occupé à travailler sur soi, à prendre sa vie en main, comme un bonhomme, ou comme une bonne femme, ou comme un non-binaire, parce qu'on est inclusif sur cette chaîne, eh bien, il devient plus difficile d'identifier et de contester les causes structurelles du mal-être. L'industrie du bonheur fonctionne comme un tranquillisant idéologique. Au final, le vrai débat, c'est pas tant l'efficacité de ces techniques, c'est plutôt la vision du monde qu'elles imposent. Les problèmes surgissent lorsque la positivité devient une sorte d'attitude tyrannique permettant d'imputer aux personnes systématiquement, sans aucun souci de justice, la responsabilité de leur infortune et de leur impuissance. Alors oui, développe-toi, travaille sur toi-même si tu veux, mais fais-le en comprenant que ce travail ne consiste pas à devenir un produit qu'on met en rayon. Le but, c'est de te donner les moyens de penser, de résister, de choisir, de comprendre le monde pour mieux te comprendre toi-même. Ta première séance est ainsi terminée, mon jeune padawan. T'es-tu développé? Dis-moi oui. En commentaire, tu me mets oui, je suis développé. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager à votre copine là, sur Facebook qui poste que des citations du genre l'important c'est l'essentiel et ça c'est le principal. Et si vous êtes vous-même un adepte du développement personnel, déjà arrêtez d'acheter de l'encens et des bouddhas moches. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que la quête individuelle du bien-être dans une société consumériste est compatible avec la lutte collective pour plus de justice sociale. Quant à moi, je vous dis à bientôt.